Bonjour, première vidéo pour faire le lien entre la terminale et le post-bac. Donc je vais effectuer des rappels et compléments concernant la dérivabilité. Paragraphe 1 que j'ai appelé dérivabilité en un réel. Alors en fait c'est une définition que vous avez vue en classe de première. Donc f est une fonction définie sur un intervalle grand I de grand R à valeur d'un grand R. Alors, on dit que f est dérivable en A, un réel de I, si le taux de variation f de A plus h moins f de A sur h a une limite finie que j'ai appelée alpha quand h tend vers 0. Alors, une autre traduction possible, c'est en fait de poser petit x égale A plus h, et dans ce cas-là, on dit que f est dérivable en A si le taux de variation f de x moins f de A sur x moins A a une limite finie alpha quand x tend vers A petit a. Alors on dit que alpha est le nombre dérivé de f en A et on note alpha égale f' de A. Notion de tangente. Si f est dérivable en A, alors la droite passant par le point A est coefficient directeur f' de A et la tangente à la courbe C de f qui représente la fonction f au point A d'abscisse petit a et d'ordonnée f de A. Alors je n'ai noté TA, cette droite, et donc la droite TA pour équation réduite, y égale f' de A, facteur de x moins a plus f de A. Alors je vous ai quand même mis deux figures pour que vous voyez un peu, vous revoyez ce qui se passe. Donc première figure, on a une courbe, la courbe de f, on a un point A d'abscisse petit a, on a un point M d'abscisse a plus h. On a donc A qui a pour ordonnée f de A, M a pour ordonnée f de A plus H. Alors, je vous ai placé un point B de sorte que, en fait, le vecteur AB, ça soit petit h fois un vecteur OI. Et puis, BM, c'est en fait un vecteur qui est égal à f de A plus H moins f de A, vecteur OGI, si j'ai pris un repère ici, OIJ. Et donc, le taux de variation f de A plus h moins f de A sur h, c'est le coefficient directeur de la séquente AM, que je n'ai pas tracé. Et si on trace la tangente TA, elle n'est pas très loin de la séquente AM. Et plus on fera tendage vers 0, et plus la tangente TA, la séquente AM, se rapprochera de la tangente TA. Je ne vais pas insister sur la figure 2, c'est tout simplement la même chose, mais en posant petit x égale à plus h. Donc une définition bien connue, si la fonction petit f est dérivable en tourelle de grand I, alors on dit que la fonction f est dérivable sur grand I. Si la fonction petit f est dérivable sur grand I, alors la fonction notée f' qui a tourelle x de grand I associe le réel f' de x est la fonction dérivée de la fonction f sur grand I. Alors, je voudrais quand même insister sur le fait que, par exemple, si vous dites f est dérivable, en fait, cette phrase, en français, elle a un sens, mais en mathématiques, elle n'a pas de sens. On parle toujours de fonctions dérivables en un réel ou de fonctions dérivables sur un intervalle. Voilà un exemple de précision et de rigueur qu'il faudrait avoir pour l'enseignement supérieur. Bon, un exemple très simple, quasiment le premier de la classe de première. Si la fonction petit f est définie sur grand R par f de x égale x au carré, j'ai oublié un point, il n'est pas très rigoureux ce type, ah non, il n'y a pas de point. Alors la fonction petit f est dérivable sur grand R et pour tout réel x, f' de x égale 2x. Paragraphe 2, un tout petit peu de calcul différentiel. En fait, on en a plutôt besoin en physique, en sciences physiques, physique-chimie, notamment, aussi parfois en sciences économiques. Alors, les deux figures sont les mêmes que celles que vous avez vues. Alors, comment on traduit? En maths, on dit que on a f de A plus h moins f de A, c'est la variation entre petit a et petit a plus h de la fonction f, et en physique, on appelle ça delta y, une variation de y. Voilà, alors je vais reprendre la figure de droite.
Vous avez la variation delta y qui correspond à f de a plus h moins f de a. Et puis la variation delta x qui correspond en fait à petit h, puisque c'est a plus h moins 1. Donc delta x c'est petit h. Le taux de variation f de a plus h moins f de a sur h, eh ben on l'appelle évidemment delta y sur delta x. Et puis le nombre dérivé de f en a, on l'appelle souvent en physique dy sur dx de a. Alors, remarque, en maths, quand h est proche de 0, f de a plus h moins f de a est proche de f' de a fois h. Ce qui fait qu'en physique, on dit que quand delta x est proche de 0, delta y est proche de f' de a delta x. Et donc, notation plutôt pour la physique, on pose y égale f de x, on note f' de x égale dy sur dx. Alors ici, il y a un petit abus de langage, mais bon. Et puis l'écriture différentielle associée, bien en fait, le dx, on le détache du dy et on obtient dy égale f' de x dx, qui est à rapprocher en fait de delta y qui est proche de f' de a delta x. Un tout petit dx, un tout petit dy, toute petite variation de x, multiplié par f' de x, vous donnera une toute petite variation de y. Exemple, si y égale x carré, alors on dira que dy, c'est 2x dx. Si y égale exponentielle x, on dira que dy, c'est exponentielle x dx, etc. Si y c'est ln de x, évidemment avec x ici strictement positif, alors on dira que dy c'est 1 sur x dx. Et puis un exemple avec une fonction trigonométrique, si y égale cosinus x, alors dy ce sera moins sinus x dx. Nous aurons l'occasion d'utiliser ces éléments différentiels lorsque nous verrons l'intégration avec changement de variable. Paragraphe 3, les dérivés usuels et les opérations. Alors on considère une fonction u dérivable sur grand I, un entier n qui va être supérieur ou égal à 1. Alors x puissance n est dérivable sur r, ici il y a un petit abus de langage quand même, c'est la fonction qui a x associée x puissance n, mais bon. Et puis on dit que la dérivée de x puissance n, c'est n facteur de x puissance n moins 1, et en terminale, vous avez vu notamment que u puissance n est dérivable sur grand I, et la dérivée de u puissance n, c'est n u puissance n moins 1 multiplié par u'. Alors pour faire retenir ce genre de formule aux élèves, voilà ce que je leur disais. Quand vous remplacez x par u, dans l'expression que vous avez ici, vous remplacez x par u, vous obtenez évidemment u puissance n, sa dérivée c'est n u puissance n moins 1, et on remultiplie toujours par u', en fait pour justifier cette formule. On le verra quand je vous ferai la vidéo sur la composée de deux fonctions. Alors la deuxième fonction que j'ai prise, c'est exponentielle. La fonction qui a x associée exponentielle x est dérivable sur r, et sa dérivée, c'est elle-même, vue en classe de première. Exponentielle u est dérivable sur l'intervalle grand I, et la dérivée, alors là il manque un prime. La dérivée d'exponentielle u, bien sûr, c'est u' exponentielle u. Donc en fait, on remplace x par u, et puis on remultiplie toujours par u'. Alors par convention, en général, u' pour l'exponentielle, on passe devant. Alors je ne vais pas lire toutes les formules, je pense que c'est celles que vous avez vues en terminale quasiment, sauf peut-être avec les fonctions trigonométriques, donc la fonction sinus est dérivable sur grand R, et sa dérivée c'est la fonction cosinus, ce qui veut dire que sinus u est dérivable sur grand I, et la dérivée de sinus u, c'est u' cosinus u. Alors évidemment, on effectue le même raisonnement pour la fonction cosinus. Alors une propriété avec les opérations classiques, les fonctions u et v sont dérivables sur un intervalle I, k c'est un réel non nul.
Alors, une des premières formules de première, KU est dérivable sur grand I et la dérivée de KU, c'est K fois U'. U plus V est dérivable sur grand I et la dérivée de U plus V, c'est U' plus V'. U fois V est dérivable sur grand I et U fois V, sa dérivée, c'est U' V plus UV'. Ensuite, il y a les conditions. Si V ne s'annule pas sur grand I, alors 1 sur V est dérivable sur grand I et la dérivée de 1 sur V, c'est moins V' sur V carré. Et puis, donc, c'est la dérivée de l'inverse ici. Et puis, la dérivée du quotient. Si V ne s'annule pas sur grand I, alors U sur V est dérivable sur grand I. Et on a la dérivée de U sur V égale U'V moins UV' sur V carré. Donc, toutes les formules de ce paragraphe sont à connaître absolument avant d'aborder la première année de l'enseignement supérieur. Alors, paragraphe 4, ça peut être le complément à ce que vous avez fait en terminale, puisqu'on va parler de fonctions dérivables à gauche et à droite en un réel. Donc, on a toujours une fonction f définie sur un intervalle i, à valeur de grand R. Alors, qu'est-ce qu'on dit? On dit que f est dérivable à gauche en a, qui est un réel de i, si le taux de variation f de a plus h moins f de a sur h a une limite finie alpha, quand petit h tend vers 0 moins. Dans ce cas, on dit que alpha, c'est le nombre dérivé à gauche de f en a, et on note alpha f' de a moins. Bon, c'est une notation qui est utilisée, il y en a parfois une autre, mais je vais plutôt utiliser cette notation. Et puis on dira que f est dérivable à droite en a, réel de grand I, si le taux de variation f de a plus h moins f de a sur h a une limite finie bêta quand h tend vers 0 plus. Dans ce cas-là, bêta est le nombre dérivé à droite de petit f en a, et on note bêta égale f' de a plus. Alors j'aurais pu aussi vous donner une traduction avec le taux de variation f de x moins f de a sur x moins a. Je ne l'ai pas fait, vous pourrez le faire vous-même comme petit exercice. Et puis d'un côté, on a ici x qui tendra vers a par valeur supérieure à a, et pour h tend vers 0-, vous aurez x qui tend vers a par valeur inférieure à a. Alors une propriété, premièrement, on suppose que a n'est pas une borne de l'intervalle i. Alors, on dira que f est dérivable en a si f est dérivable à droite et à gauche en a avec f' de a moins égale f' de a plus. Alors, deuxièmement, si on suppose que i c'est un intervalle de la forme AB, fermé en a, fermé en B, où i est de la forme AB, fermé en A et ouvert en B, on pourrait aussi considérer les intervalles où il y a la borne plus infinie, mais ça ne sert pas à grand chose, puisque ici c'est une propriété locale, c'est-à-dire qu'on s'intéresse pour la dérivabilité en A aux valeurs qui se rapprochent de A. Donc f est dérivable en A, c'est seulement si f est dérivable à droite en A, puisque la fonction n'est pas définie à gauche. Et puis, troisièmement, on suppose que i c'est un intervalle CA, fermé en C, fermé en A, ou l'intervalle CA ouvert en C, fermé en A, et puis on dira que f est dérivable en A, c'est seulement si f est dérivable à gauche en A, puisque la fonction n'est pas définie à droite de A. Alors une remarque, si f est dérivable à gauche et à droite en A, mais avec des nombres dérivés à gauche et à droite qui ne sont pas égaux, alors on dira que le point de la courbe C de f, qui représente f d'abscisse petit a, est un point anguleux. Alors je vous ai fait une petite figure avec un point K, et au point K ici, la dérivée à droite en petit a qui vaut 1 ici sur la figure, c'est 0, et puis le nombre dérivé à gauche en a égale 1, ça doit être à peu près moins 2. Donc ici, la fonction n'est pas dérivable en petit a égale 1. Voilà, cette vidéo sur la dérivabilité est finie pour moi. Je me propose de faire une autre vidéo sur la continuité et avec du cours et des compléments. Et puis une fois que j'aurai fini dérivabilité, continuité, je ferai quelques vidéos avec des applications et exercices sur ces deux thèmes de continuité et dérivabilité qui sont souvent associés. Il me reste à vous dire au revoir et de vous souhaiter une belle journée.